Voilà. Bonjour Laurent. On te voit? Est-ce qu'on t'entend? Alors j'essaye, ça Bravo, marche, on t'entend. formidable. 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 Donc, donc je regarde, je fais un petit check, hein. Tu as réussi, tu nous suis depuis la première heure? Tu as su te connecter Oui, sur Twitch, c'est ça? oui. Alors en fait c'est un petit parcours, hein. J'ai essayé hier soir aussi et, et en fait c'est un problème de navigateur en fait tout simplement. Il- Oui, sur Mac, le navigateur Safari est généralement mal supporté par Facebook Messenger, voilà. c'est ça? Et en plus il faut aussi accepter une invitation qui vient sur Facebook dans le groupe. Oui, Voilà. Mais ça je ne savais pas du tout. Du coup voilà. d'accord, d'accord, très bien. Donc voilà, mais ça fait partie du rodage qu'il va falloir que à la fois nos invités, mais même moi en tant qu'animateur, que nous ayons, on est en train d'essuyer, on essuie encore les plâtres, hein, mais je pense que Laurent, tu avais compris, on n'est pas encore Mhm. dans la forme finale. Et merci d'avoir été le premier à accepter. Voilà, donc je vois Oui. que tu streams donc. J'allais dire depuis ton bureau, non, je pense pas, parce que quand je vois le décor qui est derrière toi, même si ça rappelle quelques activités que tu as sur Rambouillet, parce que avant tout, tu es commerçant au passage Fleury à Rambouillet. La plupart des gens te connaissent à travers cette facette-là. Absolument. Alors, on a effectivement notre quartier général, c'est le passage Fleury, Oui. et on a plusieurs activités, une boutique décoration, du home service, et puis mon épouse qui fait aussi une très belle réalisation en tapissier garnisseur, voilà, avec un atelier qui est pour partie passage Fleury, pour partie chez nous. Et Et donc, donc, je suis bien dans mon bureau là chez moi, oui, chez toi. mais il y a voilà, effectivement, il y a des pièces qui vont être travaillées bientôt. D'accord, ouais, effectivement. Donc, c'est bien ce que l'on voit derrière avec ces fauteuils, hein, c'est ça. Très bien. Mais bon, aujourd'hui, tu es notre invité de 11 heures. C'est peut-être plus, c'est sûr même, plus pour une autre facette que tu t'es découvert, enfin, du moins, tu la connaissais peut-être avant, mais celui d'auteur. Donc voilà, je montre ton premier roman, qui est Urbex Codex donc tu as profité du confinement pour dégager du temps et trouver le temps pour écrire ce roman. J'ai commencé à lire, j'ai pas eu le temps de le finir, pourtant je m'étais juré d'y passer la nuit pour pouvoir le finir, mais il s'est passé beaucoup de choses hier et j'ai malheureusement pas tenu mon engagement. Mais j'avoue que là j'en suis peut-être je dirais à 30%, bah, vraiment, je suis passionné. Donc, je veux dire par là, je vais le finir, c'est sûr. Et je vais suivre les aventures d'Élise. Donc, mais voilà. Mais sinon, je te laisse la parole pour parler peut-être de la genèse de ce roman. Est-ce que tu avais, avant le confinement, déjà quelques prédispositions pour l'écriture ou est-ce que c'est vraiment venu pendant cette période un peu particulière? Alors, oui, effectivement, d'abord, j'aime beaucoup la lecture. Euh, euh, je dirais pour partie livres de loisirs, romans policiers, fiction, etc. Et, et puis aussi des romans ou des manuels un peu plus professionnels. Et il se trouve que je participe à plusieurs blogs personnels, puis sur d'autres blogs professionnels, depuis quand même une petite quinzaine d'années maintenant. Voilà, donc j'ai pris un rythme d'écriture pour faire des posts plutôt, plutôt techniques, et puis les réseaux sociaux permettant aussi de poster des choses pour nos différentes entreprises. Mhm. Voilà.
Donc oui, j'ai toujours aimé un petit peu l'écriture et la lecture. Je crois on peut pas d'ailleurs différencier les deux parce que l'écriture en fait, se nourrit de la lecture, hein. Plus on lit, plus on enrichit la manière de communiquer, d'écrire. Et voilà. C'est d'ailleurs ce qui se perd un peu d'ailleurs. Normalement, les jeunes générations lisent un peu moins, voire lisent des choses un peu plus succinctes, un peu moins enrichies. Et il y a une forme de vocabulaire, une forme de, de nourriture de l'écriture qui se perd un peu, y compris dans l'expression scolaire, etc. Après, tout un chacun peut se trouver aussi des passions, mais voilà. D'accord. Mais moi le premier, parce que je vais t'avouer, j'ai pas lu un roman depuis 20 ans. Ah, Mais vraiment, sincèrement. C'est-à-dire que le fait d'être absorbé par le monde du numérique, alors après j'ai pu lire autre chose que des romans, mais voilà, j'ai jamais, ça fait 20 ans que j'ai pas pris le temps de me poser avec un livre papier entre les mains voilà, donc voilà, je pense que, alors pour moi c'est un peu cette chronique en t'invitant en tant qu'auteur, c'est un peu une façon pour moi de m'obliger également à me replonger dans le monde des romans papier, enfin des vrais livres que l'on tient entre les mains et me sortir un peu du monde du numérique. Et je vois bien que la jeune génération que nous avons autour de nous, elle a quasiment oublié ce que pouvait être un livre. Et ça, je l'ai un peu oublié depuis une vingtaine d'années. Donc grâce à toi, et, je vais reprendre le goût à lire. Merci, hein. Donc déjà, et là, merci. oui, on voit même dans les rédactions, hein, les journalistes, sous l'impact du digital, revoient leur manière d'écrire. Hein, on n'écrit plus de la même manière sur des supports papier que des supports en ligne. Mhm, bien sûr, bien sûr. Mais Et voilà, donc ça, c'est simplement une révolution qu'il faut domestiquer. Hein, c'est pas empêcher l'innovation mais en fait, c'est un tournant qu'il faut prendre. Mais donc tu disais que tu avais l'habitude d'écrire des articles pour des blogs dans un Mhm, contexte plutôt professionnel, mais je dirais il y a quand même un grand écart entre écrire des articles professionnels pratiquement du jour au lendemain écrire un mhm, roman et en plus trouver une maison d'édition qui soit en mesure de le vendre, de le produire. Je crois même que tu as j'ai eu un article qui est paru, une interview de toi qui est parue cet été dans l'écho républicain, parce que tu habites l'Eure-et-Loire, hein, tu es sur mhm. Galardon, Pardon. qui évoque que tu as des pistes pour que ça puisse être décliné comme scénario pour une série télévisée ou pour un film. Donc comment du jour au lendemain tu fais ce grand écart entre des articles professionnels sur le web et puis là un roman qui a déjà trouvé une maison d'édition. C'est vraiment comme ça, c'est un peu par hasard, ou il y avait quand même d'autres prémices qui te donnaient cette prédisposition? Ah, je crois que j'ai toujours caressé l'espoir d'écrire un roman, en fait, un Mhm, livre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens en France hein, qui, il faut le savoir, qui écrivent hein, un livre ou plusieurs livres. Et évidemment, on ne voit que les best-sellers qui sont vendus à gros tirage. Mais il y a énormément de gens qui écrivent quand même, hein, qui se lancent hein, dans un petit essai. Et je trouve que c'est heureux parce que ça fait partie une couche culturelle qu'il ne faut pas éteindre, hein, c'est bien. Et, et donc, moi, j'ai toujours eu envie d'écrire un jour un livre, euh, mais je pense qu'en fait, il fallait que je trouve quelque chose qui fasse un livre, c'est-à-dire une histoire assez longue. Hein. Parce que écrire un article sur un blog, c'est pas du tout la même chose que d'écrire et de tenir en haleine un lecteur sur une histoire un peu construite. mhm, Euh, donc, j'avais pensé au début écrire plutôt dans le domaine professionnel, du marketing, du management, qui étaient mes domaines professionnels d'origine. Et puis, en fait, je ne l'ai jamais fait. d'accord. Et comme je suis assez passionné
disons des chroniques policières, de séries télévisées policières, séries criminelles, etc. Bon, je ne vais pas citer de référence, il y en a des tonnes, hein. Et je me suis dit probablement, pourquoi pas, un roman type policier, voilà. Bon, voilà. Maintenant, écrire un roman policier, il y en a aussi des milliers. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme angle qui pourrait être un peu intéressant, un peu original, peut-être peu exploité. Voilà, et j'ai trouvé l'urbex. Alors, l'urbex, qui est un nom de code pour les gens qui ne savent pas, c'est une discipline, euh, on ne peut pas parler de sport, mais plutôt une discipline de loisir qui, il faut le dire, bon, est interdite, hein, interdite. Bon, Alors, alors, qu'est-ce que alors, c'est en deux mots? urbex, ça vient exploration urbaine. Euh, Ce sont des gens, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui décident d'aller visiter des lieux abandonnés, hein, des lieux privés ou anciens lieux publics, mais qui sont fermés, hein, qui sont fermés. Voilà. Alors ils sont fermés soit parce qu'ils ont été abandonnés par des familles ou par l'État. Souvent, ils ne sont évidemment dans un état un peu pitoyable, hein. Donc Oui. ça génère une forme de danger, d'imprévu. Et c'est pour ça souvent que c'est fermé et interdit, parce que c'est menacé, péril, d'écroulement, etc. Bon. Il y a des lieux dans des états plutôt de bonne facture, et d'autres vraiment en état de délabrement. Et ces lieux, ça va d'une ancienne maison de maître, un château, jusqu'à une usine, un asile, un ancien silo à grains, une ancienne gare, peu importe. Voilà. Est-ce que tu peux nous en citer un, même si ton roman se passe dans une ville qui est Châtellerault, donc bon, qui n'est pas très loin d'ici, mais est-ce que dans la région de Calardon, de Rambouillet, est-ce que tu en connais des lieux comme cela, même si effectivement c'est Alors, plutôt le secret qui prime, mais a priori, je pourrais en connaître, mais il faut savoir que l'une des deux règles de déontologie de l'urbex, c'est de ne jamais révéler l'adresse des sites. d'accord. Parce que Voilà. Ça, c'est très important, ok. hein. Donc Alors, on doit jamais le faire, ok. voilà, alors, en fait, c'est justement parce que c'est interdit. Donc, justement, les gens veulent pas se faire prendre, euh, voilà, sur ces lieux. Et deuxièmement, la seconde règle, c'est ne rien ni déplacer ni détériorer. D'accord. Voilà. Et encore moins voler ou emporter, hein. Euh, voilà. Alors, la beauté du geste, elle est dans quoi? C'est que vous avez des gens, alors, notamment pour parler très en pratique, vous allez sur Facebook, il y a énormément de groupes. Vous tapez Urbex, il y en a un par département en France, il y en a énormément. Évidemment, dans le monde entier aussi, hein. De fans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils visitent ces sites et ils postent des photos. D'accord. Et donc, euh, premièrement, c'est très joli parce que les photos sont impressionnantes. Parfois, c'est très beau, c'est resté dans le jus, ça vous fait découvrir des patrimoines complètement abandonnés. Et certains, vous avez l'impression que les gens sont partis il y a 10 minutes, quoi. Ils ont tout laissé sur la table. Il y a des maisons abandonnées. Donc je trouve que dans cet art discipline un peu sportive, euh, je trouve que c'est voilà, retrouver le goût de l'histoire, faire revivre des sites. Voilà. Donc je me suis dit, c'est assez sympathique cette discipline. Alors, je dois préciser d'ailleurs que je n'en ai jamais fait d'urbex, hein. Voilà. D'accord. Je ne voilà. Je ne vis à travers les expériences de ce que j'ai vu et mes renseignements que j'ai pu prendre. Alors, Euh,
Mais sinon, Voilà. en fait, l'urbex, avant de lire ton roman, j'en avais vaguement connaissance, mais sans plus. Et je me suis aperçu que j'en ai fait sans le savoir. Euh, il y a quelques années, j'organisais une sortie balade rambolitaine sur la commune de Clairefontaine. Et il y a un lieu qui est un musée d'art moderne qui s'appelle La Chapelle, Ah oui. qui est en plein milieu du centre. Et lorsque vous y rentrez, effectivement, de l'autre côté, côté jardin, il y a effectivement accès à un lieu qui a un site urbex. Et je l'ai rajouté volontairement lors de ma sortie balade rambolitaine. Et donc, pour ceux qui voudraient le visiter, il s'agit d'un ancien qui est désaffecté depuis une vingtaine d'années, un ancien lieu qui est tenu par des nonnes. Et qui est resté, comme tu l'évoques, dans son jus. Donc à Mhm. Clairefontaine, je dévoile un peu quand même le lieu, mais il y a effectivement, à pas très loin de Rambouillet, la possibilité, tout en visitant le musée d'art moderne, dans un sens de deuxième niveau, la possibilité de visiter ce lieu, bon, qui est couvert notamment de tags, puisque je pense que les taggeurs souvent prennent... je vois, tu l'as notamment cité dans ton roman, c'est souvent des lieux qui sont retournés à la vie, mais qui sont investis par des graphistes et autres. Voilà. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse Ah, par rapport à cette connotation. Mais toi, notamment, j'ai mis une photo là que tu vois peut-être sur le stream. Si tu as un œil sur le stream, est-ce que tu vois cette photo que j'ai mis en arrière-plan? Si tu regardes Twitch, mais en coupant le son, bien sûr. Enfin, même si tu as un casque, donc tu devrais pouvoir. Sur Twitch, en ce moment là où nous sommes en direct, oui, j'ai mis je ta vois. couverture et tu as une photo en fond. Est-ce que tu la reconnais? Alors, c'est peut-être pas la plus représentative de la ville en question, mais Ça sera peut-être Châtellerault alors. oui, bravo, bravo, bravo. Bravo, c'est bien Châtellerault. Alors j'ai essayé dans le délai de trouver une qui était en rapport avec ton roman, parce que c'est un roman qui est très descriptif. L'héroïne et puis les autres personnages, effectivement, vivent à Châtellerault ou dans les Mhm. environs. Tu cites avec beaucoup de minutie l'architecture, les rues. Donc ma question qui vient directement, est-ce que tu es de Châtellerault? Pas du tout. Alors, il y a des choses dans le roman qui sont réelles et il y a des choses qui sont complètement fictives sur Châtellerault. D'accord. Je, je, je prie les habitants et le maire de Châtellerault de m'en excuser. J'ai pris cette ville au hasard, je n'y ai jamais mis les pieds. Mais par contre, il y a des choses qui sont réelles dans le livre parce que je me suis documenté un peu. Mais je n'ai. Voilà, il y a des choses fictives aussi. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Non, parce que ça m'a donné envie d'aller à Châtellerault, mais si tu me dis que je retrouverai peut-être pas tout, il va falloir que je m'y prépare. Il faudra faire marcher ton imagination. D'accord, très bien, très très bien, très bien. Donc, ok. Alors, Châtellerault, c'est loin d'ici, du sud Yvelines. oh bah écoute, c'est au-dessus de Poitiers, en dessous Ah oui, de. comme dans cet Ouais, ordre-là. c'est un peu en dessous des Pays de la Loire, là. Hein. D'accord, effectivement. Donc Tu vois? ça fait Hein? quand même une Voilà. petite trotte. D'accord. Oui. On peut pas y aller en vélo, hein. Oui, c'est ça, Enfin, c'est même, ça. même électrique. Ok. Enfin, pour les courageux. Tu, euh, tu nous as parlé du thème qui est l'urbex. On vient d'évoquer le lieu où se passe l'action. Est-ce que tu peux nous dire, sans dévoiler complètement la trame, un peu quelques mots sur l'héroïne, Elise donc. Alors, je voudrais rien dévoiler. Enfin, déjà, c'est dans le résumé, Oui, sur la jaquette, mais je vais compléter ce que j'ai dit. Donc, j'ai choisi cet environnement urbex parce que je trouvais ça sympathique comme discipline. Deuxièmement, je trouvais ça propice à un univers de crime, évidemment, parce que les lieux abandonnés, hein, dans de plus ou moins bons états,
Donc je me suis dit, tiens, on pourrait y découvrir dans ces lieux urbex des cadavres. Voilà. Et donc j'ai commencé à tirer le fil et à bâtir une sorte de trame. Voilà. Voilà. Et puis comme je regarde pas mal de séries aussi policières, je me suis dit c'est marrant parce que il n'y a pas grand-chose à la télévision qui parle, qui traite d'urbex. Mhm. Hein. Et donc même si c'est interdit, hein, sans en faire l'apanage et la promotion, parce que euh, il faut quand même souligner que bah, c'est un certain intérêt pour le paysage culturel, quoi. Voire sportif, puisque c'est quand même un petit sport quand même de faire ça, voilà. Et, et je me suis rappelé que il y a quelques années, il, il y a un certain Luc Besson qui avait porté à l'écran euh, le film Yamakasi. D'ailleurs, il y a eu une suite, Yamakasi 2, qui faisait la promotion de jeunes dans un environnement urbain qui faisaient beaucoup de sport et de gymnastique, qui sautaient sur les immeubles, sur les toits, qui se raccrochaient au balcon. Évidemment, c'était très dangereux aussi. C'était probablement interdit, enfin pas encadré par la loi, mais en tout cas, moi j'avais été bluffé par les risques et comment dire, le succès les performances de ces jeunes. Voilà. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une place pour à un moment donné aussi créer un univers à la télé sur l'urbex, évidemment sur un fond de découverte policière et de crime. Donc en fait, au moment où j'écrivais un peu le plan de ce livre, j'ai tout de suite pensé à comment est-ce qu'on aurait pu peut-être en faire une série, un film, un téléfilm demain. Voilà, donc j'ai pensé 2 ans en fait, hein, tout de suite, assez rapidement. Et après, il a fallu que je bâtisse effectivement toute une trame. Alors pourquoi, pourquoi Élise, bah, pourquoi pas une héroïne féminine un peu solitaire, un peu fragile. Et puis, elle découvre à travers toutes ces explorations des choses qui vont la ramener à son passé familial, des choses un peu douloureuses, et puis qui vont la mettre au centre d'un échiquier. Voilà. Je, je, je peux décemment pas en dire beaucoup plus, parce qu'après, il faut découvrir les énigmes. Oui, oui, Bon. absolument. Faut rien dire de plus sur le Alors, parcours d'Élise, effectivement. il y a un fond aussi, parce que j'aime les énigmes, j'aime beaucoup les mathématiques, la science, et donc on trouve autour de ces énigmes, où on trouve évidemment des sites d'urbex et malheureusement des cadavres, et bien une trame scientifique un peu qu'on retrouve, qui est réelle cette fois-ci. Voilà, il faut découvrir. Très bien, très très bien. Euh, Est-ce que tu as, comment dirais-je, tu as un autre projet de roman? Tu as déjà une écriture, tu es parti. Est-ce qu'il y aura une suite déjà? Alors, je ne sais pas si, n'ayant pas fini le roman, je ne sais pas s'il y a une suite qui est possible Alors, à Urbex ou pas. d'abord, je vais juste parler de il y a la phase d'écriture et puis il y a la phase d'édition, parce que tu parlais tout à l'heure, trouver un éditeur, Tout à qui fait. est aussi un long chemin pour trouver un éditeur. Euh, Pourquoi? Parce que beaucoup de gens écrivent, hein, je l'ai dit, et donc ces éditeurs reçoivent énormément de manuscrits. Et donc, c'est compliqué d'arriver à convaincre, etc. Bon. Ouais, et c'est vrai que donc tu es passé par un mode intermédiaire, c'est-à-dire que tu n'as pas directement envoyé ton ouvrage à une maison d'édition, tu as édité, je crois, sur Internet, sur un blog. Il y a eu un sorte de projet participatif avec des Alors, lecteurs. non, en fait, je l'ai envoyé d'abord à l'éditeur, et lui m'a proposé de faire une forme de promotion, de promotion pré-lancement. D'accord. Voilà, et c'est une sorte de crowdfunding pour la culture qui en fait permet de récolter des fonds pour des œuvres culturelles, ça peut être des livres ou autre chose, hein, d'ailleurs. Et voilà, il est paru comme ça après. D'accord, d'accord. Donc,
Donc il est bon, après l'éditeur fait son boulot, hein, il le référence un peu partout. Euh, et effectivement, quand j'ai refermé la dernière page de ce livre, je me suis dit, il faut qu'il puisse y avoir une suite. Voilà. Donc, j'ai laissé la porte ouverte à une suite, mais je D'accord. n'en dis pas plus. Tu n'en dis pas plus, d'accord, mais merci de Voilà. me rassurer sur ce point. Et je suis en train, disons, de travailler sur un autre projet de livre qui n'est pas la suite de celui-là, mais qui est une autre aventure. Voilà, j'ai commencé timidement et bon, mais je, je dois l'avouer vraiment humblement. Je, J'avais ce projet, j'ai écrit un livre. Je ne sais pas si j'en écrirai un seul ou 10. Je ne sais pas s'ils se vendront ou pas, peu importe. Le seul projet pour moi, c'était de le faire. Donc voilà, je l'ai fait. Il est abouti, il est sorti, je suis plutôt content. Je ne sais absolument pas combien j'en ai vendu, puisque les statistiques de vente sont données 2 fois par an. Donc, D'accord. il a été lancé en juin, donc c'est encore trop tôt. Et on verra bien, en fait. Hein, voilà, c'était. Non, non, mais bravo à toi. Mais est-ce que tu as la possibilité, les gens ont la possibilité, je sais, donc c'est la maison, ils peuvent, peuvent le commander directement en ligne auprès de la maison d'édition. Quelles sont Oui, oui, c'est. les autres voies? Alors, c'est les éditions Maya. Sur les éditions Maya, ils ont un site, on peut le commander. Je le dis parce que les frais de port sont offerts, donc bon, voilà. Sinon, il y a tous les réseaux sous enseigne, c'est-à-dire Amazon, Cultura, Fnac, etc. Et puis les libraires indépendants, là je n'en connais pas la liste, hein, qui ont fait l'amitié de le commander, de le référencer dans leur librairie. D'accord. Eh ben, dans tous les cas, euh, moi j'invite les, les personnes qui aiment bien les romans, effectivement, de nature policière, à vraiment acheter ton ouvrage, ton roman, parce que j'ai commencé à lire et comme je disais, c'est vraiment passionnant. J'ai bien aimé la description à la fois de Châtellerault et à la fois de l'héroïne, en même temps que je viens de te rajouter, si tu regardes une nouvelle photo, cette fois-ci c'est pas Châtellerault en fond, si tu veux bien regarder du côté de Twitch, qui est sur cette photo. Ah, c'est notre petite chienne Luciole. D'accord. Voilà. Ok, voilà, donc Chienne récupérée dans une sorte de foyer qui était d'une portée, voilà. Ouais. Ah oui, c'est sûr, c'est du bonheur, hein, ouais. Ouais. d'accord, donc voilà, ça c'était. J'ai réussi effectivement en me rapprochant des gens qui te connaissent bien d'essayer d'avoir des éléments comme celui-là. Donc, est-ce que c'est ton compagnon d'écriture? Il participe Bon, elle fait pas grand-chose, mais elle donne beaucoup d'amour, en tout cas, et c'est déjà bien. D'accord, Voilà. très bien, très très bien. Voilà. Ouais. Non, Voilà. non. Donc, alors après, j'essaie de voir les autres éléments. Est-ce que je regarde l'heure qui tourne à peu près sur la première demi-heure. Entre-temps, s'il y a parmi les chroniqueurs en ligne des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vois pas trop qui est en ligne, mais euh, hop, Tant pis. oui, Jean-Philippe, Ouais, il y a je- Aurélie, il y a Michel qui est un auteur et également un auteur qui a beaucoup d'ouvrages à son actif. Donc voilà, si tu as une question à poser à Laurent, n'hésite ouais, pas. je voudrais simplement lui dire que l'urbex, effectivement, pour faire un lien avec la photographie, bon, je m'intéresse pas qu'à la photographie animalière, mais à la photographie en tant que telle, et c'est devenu vraiment une partie intégrante, enfin particulière plutôt de la photographie. Il y a des univers, il y a des photographes qui font que de l'urbex, et en plus ça se marie parfaitement bien avec le noir et blanc.
profonds, et souvent des sites industriels, sont utilisés par ces photographes pour rendre quelque chose, et c'est devenu vraiment un art particulier que de photographier l'urbex. J'ai un copain qui fait ça. Alors en plus, il y a une touche, c'est un peu comme la photo animalière, quoi. Des fois, on va là où il faudrait pas aller, quoi. Même si on sait bien qu'il faut pas y aller. Euh, et donc, il y a les interdits, et donc le fait de franchir l'interdit et de travailler ensuite le noir et blanc. Ils font des images absolument fabuleuses. Et c'est une excellente idée d'avoir situé une intrigue policière dans cet univers-là de l'urbex. Enfin, moi, j'adore les photographes qui font de l'urbex. Ceux qui l'avaient utilisé un petit peu par le passé, avant les photographes qui sont spécialisés, c'est la mode. On voyait dans les années 90 un petit peu pas mal de photographes de mode, en noir et blanc aussi, qui utilisaient de l'urbex dans la photographie. D'accord, d'accord. Merci pour cette... Mais je vais commander le roman. Il m'a donné beaucoup d'envie. Mais sinon, est-ce que tu assures peut-être la... Alors, la vente, non, tu n'as pas trop le droit, mais est-ce qu'on peut venir à ta boutique pour faire une dédicace, Laurent? Oh, c'est pas fait pour ça, mais oui, j'en ai quelques exemplaires qui traînent dans la boutique, bien sûr, oui, oui, D'accord. Non, mais sinon, je veux dire, absolument. avec mon propre Oui, exemplaire, oui, oui, on peut venir... ça peut être un stand de dédicace. oui, bien sûr. Bon, très bien. Ça y est, voilà, la question autour de toi. Je, je sens que j'ai dénaturé l'accès du passage fleuri, ça va devenir une file d'attente pour les dédicaces de, de Laurent. Laurent, est-ce que il y a des interviews célèbres, hein. Il y a celui notamment qui est hyper connu, qui est un peu le père de tous les interviews, c'est le questionnaire de Proust, mais il est un petit peu long. Il y en a un qui est plus court que le questionnaire de Bernard Pivot. Ça tombe bien. C'est un célèbre présentateur d'émissions littéraires. Est-ce que tu es prêt? Il y a une dizaine de questions. Est-ce que, sans aucune préparation, Laurent, est-ce que je peux te soumettre ce questionnaire? Banco? Essayons, écoute, hein, essayons. Essayons. Ton mot préféré? Bien-être, D'accord. Le mot que tu détestes? dispute, Bien. Ta drogue favorite? ma drogue favorite. Ouais. Mhm. Le café, peut-être. D'accord. Le son, le bruit que tu aimes? Le silence, Celui que tu détestes? le bruit des éboueurs le matin. Bien. Tu n'habites pas Paris pourtant, Non, mais. non, même chez toi à la campagne, Mhm. il passe tôt. Ton juron, gros mot, blasphème favori? Damne, Bien. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? forcément quelqu'un qui défend les animaux. Ok. Et là, tu as un personnage spontanément qui vient. Quelqu'un du parti animaliste. D'accord. Ok, le parti animaliste. Ok, d'accord. Donc un parti, je me rappelle de la campagne législative récente, justement, sur les affiches, il n'y avait aucun visage humain, il n'y avait que des animaux. Donc un Il y parti a, qui met en avant... il y a Émeric Caron quand même qui est connu, qui oui, c'est vrai, c'est vrai. sort. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Routier. Bon, Je déteste conduire. d'accord. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Un bambou. Pourquoi pas?
Et la dernière, mais avec une légère variante par rapport à Bernard Pivot. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu lui dire avant ta mort? Enfin, après ta mort, pardon. Alors, Dieu existe, ça j'en suis convaincu, et D'accord. je lui dirai me voici. Tout simplement. D'accord. Ben voilà. C'était le questionnaire de Bernard Pivot, mais pour Laurent Blondeau. Merci à toi. Improvisé, j'avais pas prévu, hein. Mais c'est vrai que je m'étais inspiré un petit peu de ça pour faire les interviews écrites il y a un an, et là, je pensais que c'était bien, surtout si on reçoit un écrivain, un auteur, de te le soumettre. C'est très très gentil à toi. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors je regarde s'il y a des commentaires au niveau de Twitch. Non, les seuls commentaires, ça, GS qui disait à Jean-Philippe que ton fond flouté, Jean-Philippe, a Il y a tendance... Michel qui lève la main. Michel. Parole à Michel. Allez. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Laurent. C'est beaucoup plus général que notre émission. Ça concerne le monde de l'édition. Alors, le monde de l'édition, j'ai la chance de bien le connaître, puisque j'ai publié mon premier livre en 1983 et j'en suis à 28 livres publiés chez différents éditeurs. Donc, c'est un milieu que je connais bien. J'ai eu 7 éditeurs. Le monde de l'édition, depuis quelques temps, il ne se porte pas très, très bien. Bon, d'abord, il y a eu la crise du Covid qui a fait disparaître beaucoup de petits éditeurs. Il y a eu le regroupement énorme entre éditeurs, c'est des groupes mondiaux, et qui plus est, il y a comme disait Laurent, beaucoup trop de gens qui écrivent n'importe quoi, n'ayons pas honte de le dire. Hein. Quand dans les comités de lecture, vous voyez arriver des bouquins, on ne comprend rien du tout, on arrive à la moitié, on ne comprend rien du tout. Les gens pourraient s'abstenir, mais ça, en fait, ça encombre les éditeurs, et ils en sont arrivés maintenant, et ça explique un peu la difficulté, à lire les manuscrits en diagonale. C'est-à-dire qu'ils prennent une page au hasard, ils en prennent une au hasard ailleurs, 4-5 pages comme ça. Si ça ne les branche pas, refusez. Donc c'est un peu bizarre. Avant, on n'avait pas ça. Donc le monde de l'édition. Et puis surtout, les gens ont tendance à penser qu'à partir du moment où on est écrivain, on va faire fortune. C'est faux. Vous le savez très bien, Laurent, vous connaissez les taux, ce qu'on nous donne. C'est un pourboire, hein, c'est pour pas dire des miettes, puisque maintenant, en plus, on a l'URSSAF qui vient nous bouffer tout. On peut pas, il y a très peu d'écrivains qui peuvent vivre en France de leur plume. C'est faux. Ils font peut-être 3 ou 4, pas plus. Donc, effectivement, écrire, c'est un plaisir. Je dirais même que c'est une drogue. Parce que à chaque fois, je dis c'est mon dernier, je suis toujours un peu déçu par la promotion, par le système commercial, etc. C'est mon dernier, mais je ne peux pas résister. Je l'ai à peine terminé, je me remets à l'écriture et j'en écris un autre. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous avez tout à fait raison. L'édition, publier un bouquin en France, c'est devenu très difficile et j'en ai un peu cité les causes. Voilà, merci beaucoup. Merci Michel pour cette précision. Donc, donc, euh, donc voilà, Laurent a su passer à travers les mailles du filet et faire sortir auprès de la maison d'édition. Mais tu en as contacté beaucoup, petite question, Laurent, des maisons d'édition tu l'as envoyé Écoute, assez largement? bon, moi je me suis fait un fichier, il y a à peu près au moins une centaine de noms, plus ou moins spécialisés. Bon, honnêtement, les grandes maisons, j'ai pas envoyé parce que, à mon avis, ça sert à rien. Voilà. Mais je dirais que j'ai dû envoyer à une cinquantaine, soixantaine. J'ai eu quelques réponses rapides. Donc ça, c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'ils l'ont pas lu. J'ai eu quelques réponses tardives. Ça, c'est plutôt l'apanage des maisons. Ils répondent très... Voilà. Et puis la majorité ne répondent pas, puisqu'ils n'ont pas le temps, ou ils l'ont pas lu, ou il y en a trop. Voilà. Mais bon, Michel a bien plus d'expérience que moi, mais ce que je voulais souligner, c'est que ce qui est dommage, c'est que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui écrivent, bon, il faut donner la chance, il faut parfois faire émerger de nouveaux auteurs, mais ce qui est embêtant, c'est que la culture s'est transformée en tirelire, en fait. Ça n'est qu'un problème de est-ce qu'on va faire de l'argent avec. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'il y a des beaux textes,
qui peuvent être des textes de niche, qui ne vont pas faire 500 000 exemplaires vendus, et ça vaut le coup d'être publié. Ça, voilà, ça fait. Et en fait, l'édition, comme un paquet de métiers, est une affaire de gros sous. Et donc, c'est dommage. Parce que au départ, c'est de la culture. Et la culture, ça devrait être pour le plus grand nombre et gratuit quelque part. C'est une forme de. Si on se plaint que les jeunes ne lisent plus, il faut aussi leur permettre de perpétuer les libraires et la chaîne du livre, et de tout ça. Et quand je dis le livre, tous les livres. Et malheureusement, aujourd'hui, on se réfugie derrière une sorte de pyramide où il y a 3% des auteurs qui font 80% des ventes. Je ne sais pas si c'est ces chiffres, mais en gros, c'est ça. Et c'est bien dommage parce que le problème, c'est qu'on ne fait pas émerger. Et le métier de l'éditeur, qui était aussi un peu de prendre des risques parfois, c'est terminé. On ne prend plus de risques. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de sous. Donc voilà. Et moi, j'ai découvert, je m'en doutais un petit peu, mais j'ai découvert ça. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Maintenant, en toute honnêteté, j'aimerais, moi, avoir des éditeurs qui me disent c'est pas du tout bon, c'est pas abouti, que j'ai des conseils. Mais malheureusement, ils ne répondent pas, ils ne disent rien. Donc malheureusement, si c'est une poubelle, je vais peut-être en écrire 20, ça va rester 20 poubelles et je ne progresserai pas. C'est dommage. Parce que moi, j'aurais besoin de conseils d'éditeurs. Et en fait, voilà. Je te rassure. Alors le problème aussi, Laurent, le problème, je reviens, Jean-Pierre, si tu me permets une petite seconde. Le problème aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent, c'est vrai, on a de moins en moins de lectorat, et en fait, ils se limitent à quelques auteurs, ils achètent un nom, ils n'achètent pas un bouquin. Maintenant, c'est ça, vous avez quelques grands auteurs, je ne vais pas les citer, mais les gens se précipitent, achètent leur bouquin, à la limite, ils pourraient presque, à partir du moment où ils dédicacent, leur vendre que la couverture, ça suffirait. Mais il y a des très bons bouquins qui passent à l'as, malheureusement, qui sont excellents, d'auteurs pas connus ou très peu connus, qui mériteraient effectivement d'être mis en valeur. Mais comme vous l'avez dit, tout à fait, l'éditeur, c'est un commerçant. L'éditeur, il vend un livre. Quand il vend un livre, il vend un produit. Ce produit, il fonctionne. D'abord, il ne prend pas beaucoup de risques, parce que les premiers tirages ne sont pas énormes. Il ne prend pas beaucoup de risques. Et quand il estime que son ouvrage est amorti commercialement, il le passe au pilon. Ça, je sais, je connais. J'ai eu le cas bien des fois. Et ça, c'est un peu dommage. Et en fait, le livre qui était un objet de culture est devenu un produit commercial, et c'est un peu dommage. Voilà. D'ailleurs, il y a, je vais ajouter, heureusement, quelque part pour cette fonction, qu'il y a les réseaux sociaux, parce que il y a énormément de pages, encore une fois sur Facebook, ou de jeunes auteurs, ou de jeunes lecteurs, jeunes, pas forcément en âge, mais je veux dire voilà, qui émergent, et qui donnent des conseils, qui disent tiens, j'ai lu ça, c'est très bien, qui permettent de faire la promotion en parallèle des grandes chaînes d'édition. Et ça, c'est plutôt bien, parce que ça permet de découvrir des pépites de gens qu'on ne connaissait pas et qui se sont lancés, et pof, ça, voilà. Puis après, le bouche à oreille fait le reste, comme sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt heureux. Au-delà des canaux parisiens, des grandes maisons, voilà. Alors ça, c'est vrai aussi pour d'autres arts que la littérature. L'univers du net, qui a bien des défauts, a aussi les qualités de la liberté entre guillemets. Les blogs, les sites internet, avec très peu d'argent, permet de diffuser sa propre création, que l'on croit toujours supérieure à celle des autres, bien souvent. Et ça renvoie un peu d'humilité aussi. Parce que
Moi, je vois en photographie, par exemple, il m'arrive d'aimer une photo que j'ai faite, je dis, oh, ça va cartonner ça. Bon, on cherche toujours des likes quand on est sur Facebook et tout ça, hein. Les gens ont beau dire que c'est pas vrai. Moi, quand je poste quelque chose sur Facebook, une photo, ben, j'espère des likes. Il y a pas de doute possible. Et bien souvent, celles que je pense mes meilleures productions sont celles qui récoltent le moins de likes. Donc, ça amène aussi un peu d'humilité, mais ça permet d'assouvir au moins le fait de la diffusion. Tu parlais toujours, vous parlez d'argent, de système capitaliste, ben oui, on est en plein dedans, mais paradoxalement, le net permet de se dissocier un peu de ça et de dire je publie pour publier, et basta. Sans aucun esprit de vente par derrière. Moi, j'ai jamais vendu une de mes photos sur Internet, par exemple. Jamais. J'ai pas de boutique. Mais je publie mes créations et ça suffit à satisfaire mon ego. Et ça, on est une époque où ça n'existait pas avant. Combien de romans du XXe siècle ou du XIXe sont passés à l'as avec des grandes plumes qu'on ne connaîtra jamais. Ben, aujourd'hui, au moins, il peut y avoir une trace sur ce web qu'on décrit tant que ça. Merci Alors, Jean-Philippe. Merci. c'est peut-être moins vrai pour la littérature, hein, parce que c'est plus difficile de lire sur un blog que de regarder une photo. Merci Jean-Philippe pour cette précision. On se rapproche, il est pratiquement 11h55, il nous reste 5 minutes. Est-ce que, est-ce que l'on peut, Laurent, conclure en te demandant de lire la quatrième de couve de ton roman Urbex Codex? Ça serait, je pense, une bonne conclusion, une bonne invitation au lecteur d'acheter ton livre je dirais, et de plonger dans l'aventure avec Élise. Eh bien, pourquoi pas? Alors, je commence. Élise, jeune professionnelle dans une médiathèque, équilibre sa vie entre sa thèse, son boulot et ses découvertes nocturnes. Parce qu'elle fait de l'urbex en nocturne, c'est encore plus dangereux. Elle se trouve entraînée dans une suite de meurtres à énigmes qui va lui faire explorer ses peurs tout au long de l'aventure. Peurs dont elle recherche le côté thérapeutique, mais qu'elle redoute. Une série de meurtres dont elle va découvrir les traces et les corps lors de ses explorations va la mettre au centre d'une énigme à étapes qu'elle devra déchiffrer et suivre pour en découvrir l'issue. Tout au long de ses crimes, elle met à l'épreuve ses doutes et se trouve confrontée à son passé. Comme un puzzle, elle avance dans des suppositions guidées par des parties d'indices et des textes allégoriques laissés par le criminel. Ces étapes stimulent sa créativité et servent de support thérapeutique aux peurs enfouies en elle et relient plusieurs personnages à son passé au fur et à mesure de l'aventure. Ouh là là, Merci, j'en ai des frissons. merci Laurent. Merci d'avoir accepté d'être notre premier invité de 11 heures. J'espère que tu excuseras tous ces aléas un peu techniques et autres, mais l'idée c'est que on puisse se rencontrer, se voir, échanger avec notamment Jean-Philippe et avec Michel. Donc merci Non, non, mais d'avoir... bien, mais je reviendrai avec plaisir. De toute façon, maintenant j'ai compris comment ça marchait, donc ça fonctionne. Ouais, Alors, super, formidable. bah, là, tu peux rester avec nous au cours de l'émission. Il y a d'autres chroniques à venir. Il y a même là, la chronique Petit Marché avec Dominique Rohan qui vient de se connecter avec nous. Euh, je vais... Et puis également, il y a un buzz voilà, avec, sur le marché de Saint-Arnoux. Là, c'est Aurélie Gillet qui est déjà avec nous dans la room qui va nous en parler un peu plus. Un conflit, je peux le préciser comme ça, entre certains commerçants ambulants du marché de Saint-Arnoux et la municipalité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout chaud et Aurélie souhaitait en parler ce matin, donc on va lui consacrer après Dominique, la chronique de Dominique, quelques minutes pour ça. Mais voilà Laurent, donc tu es le bienvenu pour les autres streams et reste Merci les avec nous si amis. tu veux bien. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao Laurent. Je coupe mon micro. D'accord, super. Voilà, c'était notre premier invité de 11 heures.